Salut, c'est Xenio de Hardwakening pour la deuxième partie du tutoriel sur TensorFlow. Alors, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne TensorFlow, puis on programmera notre premier réseau de neurones. TensorFlow, c'est une API de Google qui va venir se greffer sur un langage de programmation existant, comme Python par exemple, qui est le langage le plus utilisé avec TensorFlow. Et la différence principale qu'il va avoir avec ces langages classiques, c'est qu'il va être basé sur la programmation par flux de données. C'est-à-dire qu'un langage normal va être séquentiel, donc on va avoir l'action 1, puis l'action 2, puis l'action 3, etc. de manière assez linéaire. Alors qu'un diagramme de flux de données, on va définir un graphe de flux de données, comme ce que vous pouvez voir actuellement, et on va avoir des entrées, des sorties, différentes entrées, et on va faire passer un flux de données à l'intérieur, qui va être relativement large en quantité. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir tout calculer de manière assez indépendante à l'intérieur de ce flux de données. Et donc, ça va énormément faciliter la parallélisation. Alors, l'intérêt principal, c'est que on va pouvoir faire ces calculs sur GPU, parce que le GPU, c'est plein de petits cœurs de calcul, les Q d'accord, et il y en a des milliers selon les GPU. Et donc, ça augmente énormément la vitesse de calcul. Donc, là, ces flux de données sont représentés par des tenseurs, d'où TensorFlow. C'est des genres de matrices à plein de dimensions, comme un tableau ou un cube de données. Donc là, par exemple, c'est un diagramme de flux de données classique. Alors, comment ça marche en pratique? On va définir un diagramme de flux de données. Ensuite, on va l'exécuter en fournissant des flux de données à l'intérieur de ce diagramme préalablement défini. On va faire rentrer par les portes, les inputs, là, les portes d'entrée, ces fameux flux de données. Ça va nous faire les différentes opérations qui sont définies par ces blocs opératoires. Genre, chaque nœud de notre diagramme va être un bloc opératoire en fait. Il ne va pas en lui-même contenir de l'information. Voilà. Ici par exemple, on peut voir les deux entrées de flux, c'est-à-dire les labels et les inputs. Dans notre exemple, ça sera des images de 28 x 28 et qui représentent donc les chiffres écrits pour les inputs ici, et pour les labels, les étiquettes, ça sera les étiquettes correspondantes. C'est-à-dire si par exemple ça va être un 5, un 4, un 3, etc. pour la reconnaissance de chiffres manuscrits. Et donc on va avoir les images qui vont passer à travers les différents chats, qui vont passer à travers les différentes couches de neurones, et ensuite les étiquettes qui vont se comparer entre la sortie de la prédiction du modèle et qui vont se comparer avec la sortie du modèle. Et puis on va avoir le bloc d'entraînement, etc., etc. Ça dépend de l'architecture qu'on cherche à donner à notre bloc. À notre modèle. Voilà. Maintenant, commençons direct la programmation. Comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, on va faire un réseau de neurones classique avec deux couches de neurones entièrement connectées. Alors, on va importer TensorFlow. TensorFlow ASTF pour raccourcir un peu. On va importer la base de données du MNIST qui est fournie avec TensorFlow. Donc, depuis TensorFlow examples tutorials.mnist, on va chercher la fonction input data et on va créer notre base de données input data read data set, si je me souviens bien ce soir, oui. MNIST, on va la mettre dans le dossier MNIST data et on va l'encoder les étiquettes en one-hot. Alors, qu'est-ce que c'est que le one-hot? One-hot, c'est une méthode pour simplifier la vie de notre ordinateur, de comparaison, etc. Pour décrire les étiquettes. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir 10 étiquettes de 0, enfin tous les chiffres, 0 à 9. Et pour chaque étiquette, on va avoir la valeur si c'est vrai ou pas. Donc c'est-à-dire si c'est un 5, on va avoir true, et tout le reste, ça sera faux. Et donc c'est pour ça que c'est one hot. C'est-à-dire il y en a un qui va être chaud, tout le reste étant froid. Voilà, c'est juste une manière de représenter nos étiquettes qui vont être donc sous la forme d'un petit vecteur de 10 en taille avec que des zéros, et sauf pour par exemple la 5e position, ça sera un 1. Voilà. Enfin en l'occurrence c'est plutôt la 6e vu qu'on part de 0. Maintenant on va définir la fonction
qui va nous permettre de créer nos différentes couches de neurones. Alors, on va l'appeler FCL pour Fully Connected Layer, Connected Layer. On va lui donner des inputs, c'est-à-dire ce qui va arriver à l'intérieur de la couche, la taille de ses entrées, et la taille de sortie, c'est-à-dire la taille en fait de la couche de neurones, la quantité de neurones qu'on cherche. Donc, comme précédemment dit, on va définir nos poids en tant que variable TensorFlow, pour ça que c'est TF-point variable. Et on avait dit qu'on initialisait ça de manière aléatoire, en l'occurrence en suivant une loi normale tronquée. Bon, c'est juste un truc qui simplifie et qui améliore un peu les performances, mais on l'initialise de manière aléatoire. Avec une forme, size in, size out. Comme on l'avait dit, c'était une matrice, les poids, qui vont être de la taille, pour qu'on puisse la multiplier avec l'entrée, il faut que ce soit de la taille de l'entrée, et de la quantité de neurones voulus. Et on va mettre un écart type, c'est standard, il y a 2D, un écart type de 0,1. STDDev pour Standard Deviation, soit écart type en français. On va ensuite définir nos biais. De la même manière, on va créer une variable TensorFlow. On va faire des constantes. On va initialiser de manière constante. Et on va choisir une forme telle quelle, parce que on additionne les biais, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir comme forme d'entrée la taille, comment dire, la taille des inputs, parce qu'on sera déjà sous cette forme après la multiplication. Voilà. Donc on va faire la multiplication entre l'entrée et les poids. Donc ça va être TensorFlow point matmul pour multiplication matricielle, input, W, et ensuite on va additionner nos biais. Simplement TensorFlow.add, et ça va être output B. Et ensuite on va récupérer notre sortie. Voilà, alors là, on se rend compte qu'on a vraiment juste défini des poids en tant que variable TensorFlow, c'est-à-dire un tenseur, qu'on y va initialiser de manière aléatoire, suivant un certain écart type de 0,1, c'est une loi normale tronquée, hein, et avec une taille d'entrée de la taille de l'input, et une taille de sortie de la valeur qu'on va choisir de manière assez arbitraire. Ensuite, pareil pour les biais, on va les initialiser de manière constante, avec la quantité de neurones qu'on souhaite, puis on multiplie l'entrée avec les poids, puis on ajoute les biais par-dessus. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant on va définir, on va créer notre graphe de flux de données. Donc on commence par définir nos entrées, c'est-à-dire nos images du MNIST. En tant que placeholder, c'est une certaine variable TensorFlow. On va vouloir qu'elle soit quand même en virgule flottante 32 bits, avec cette forme-là. Alors, j'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un placeholder? Un placeholder, dans notre diagramme de flux de données, ça va être ça ou ça. En gros, ici c'est cela. Un placeholder, c'est une porte d'entrée pour un flux de données. Notre flux de données, ça va être plein de données de la même sorte. C'est-à-dire dans ce cas-là des images de 784 pixels parce que c'est du 28 x 28. Et en fait, c'est vraiment juste une porte d'entrée. On va dire, on va mettre des données dedans, genre 300, 400, 500 images qui auront 784 pixels. C'est pour ça que ici, on précise pas la quantité la largeur en gros du flux de données, parce que on va la préciser un peu plus loin parce qu'elle pourrait être, enfin on va la choisir constante nous, mais elle pourrait être totalement aléatoire, voire dynamique ou quoi que ce soit. C'est juste la largeur du flux de données. Et donc un placeholder, c'est juste la porte d'entrée d'un flux de données spécifique. Pareil pour nos étiquettes. On va créer un placeholder en virgule flottante 32 bits. De la même manière, on ne veut pas
préciser la largeur du flux de données entrant. Et en gros ici, ça sera pareil. On va faire en sorte d'envoyer les étiquettes correspondantes au flux de données entrant des images. Il faut suivre un peu. Donc voilà, on a défini nos deux portes d'entrée de flux de données. Maintenant, on va définir nos couches de neurones entièrement connectées. Donc on appelle la fonction qu'on a créée plus tôt. On va mettre l'entrée du flux de données dans notre couche et on va choisir... Enfin ici il faut mettre 784 parce que c'est des images de 784 pixels. Et on va mettre de manière totalement arbitraire 300 neurones par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir une couche avec 300 neurones entièrement connectée avec les 784 neurones pixels de l'entrée. Et de manière tout aussi simple, on va créer notre deuxième couche qui va récupérer le flux de la première couche. Et donc on doit bien faire en sorte de mettre la même taille, sinon il y aura un problème. 300 neurones. Et cette fois-ci, on va mettre 500. Voilà, au pif encore. Et maintenant, il faut envoyer ce dernier flux vers... comment dire... Enfin... Il faut le transformer pour que ça fasse 10 de largeur. C'est-à-dire qu'il faut faire une dernière couche. Pas vraiment une couche. Pour récupérer une sortie. C'est-à-dire que... En réalité, quand on appelle cette fonction, on ne crée pas réellement les 500... ou les 300 ou 500 neurones, on va créer les connexions entre les neurones en fait. C'est ça qui est important. Comme on l'avait dit précédemment, c'est pas réellement le neurone en lui-même, mais c'est les connexions des neurones. C'est pour ça que là, on appelle 3 fois la fonction alors qu'on n'a que 2 couches de neurones. Dans la vidéo précédente, on a bien vu qu'on n'avait qu'une couche de neurones, mais qu'on avait 2 matrices de connexion entre ce qui paraît assez évident. Donc voilà. On l'appelle prédiction parce que c'est ce que va prédire notre modèle. Donc là, notre graphe de flux de données, notre diagramme de flux de données, il est entièrement construit. Maintenant, il faut rajouter 2 trucs dans ce graphe. Le premier, ça va être les opérations d'entraînement de notre modèle, et le deuxième, ça va être des opérations permettant de monitorer un peu ce qui se passe, c'est-à-dire voir la précision du modèle. Alors, comme on avait vu, c'est basé sur l'erreur par rapport... Ici, hein, c'est basé sur l'erreur par rapport aux vraies étiquettes des images d'entrée. Donc il va falloir créer une fonction erreur. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Je finis d'écrire. C'est softmax close entropy with logits v2. Deux parenthèses. Alors, cette fonction tf.nn.softmax close entropy with logits v2, c'est juste la fonction qui va calculer l'erreur. Comme j'avais dit précédemment, dans la vidéo précédente, il y a plein de manières de calculer l'erreur. Ça, c'est une fonction de TensorFlow qui permet de le faire directement. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est l'une des plus utilisées apparemment. Donc, on va comparer la sortie. Là, on précise que c'est la sortie de notre modèle. Et on veut comparer ça avec les vraies étiquettes des images correspondantes. Voilà. Et on prend la moyenne de tout ça parce qu'encore une fois, c'est un flux de données. C'est pas une seule image. On va pas calculer le coût, l'erreur, image par image. On va calculer par la largeur du flux de données. C'est pour ça qu'on prend la moyenne. Ensuite, on va créer notre optimiseur, c'est-à-dire notre fonction, notre tenseur qui va tout entraîner. Donc TensorFlow.train. On va prendre le Adam Optimizer qui est c'est juste un des différents optimiseurs fournis avec TensorFlow. Ici, à l'intérieur de cette parenthèse là, on pourrait mettre différents paramètres pour cet optimiseur. Mais on ne veut pas le faire pour simplifier. On pourrait mettre par exemple la vitesse d'apprentissage, etc. Et d'autres paramètres propres à cet optimiseur. Et on veut chercher à minimiser l'erreur. Je vais peut-être l'appeler l'erreur. Voilà. Donc là, on vient vraiment juste de finir la partie entraînement
C'est vraiment du très haut niveau, un langage de très haut niveau pour ça. Bon, ça peut aller un peu plus loin, mais pour une première fois, ça suffira largement. Maintenant, on veut créer quelque chose qui va nous permettre de connaître la précision de notre modèle. Donc, il va falloir comparer. Enfin, il y a, pour calculer la précision, là, on a 55 000 images d'entraînement de la base de données MNIST. Et on a aussi 10 000 images qui servent que à ça. C'est une base de validation, une base de données de validation de ça. C'est 10 000 autres images. Donc, on va envoyer en flux de données entrant ces 10 000 images. Et on va comparer la sortie avec les étiquettes et on va compter combien il y en a qui sont justes et combien il y en a qui sont faux. Alors, on va après, on va appeler ça, je sais pas, prédiction correcte. Alors, ça va être tf.equal, c'est-à-dire là on compare. tf.argmax de prédiction 1. Alors, je vais expliquer ce que font cette fonction argmax. La base 1. Argmax, ça va prendre... Bon, 1 c'est pour l'axe, ça veut dire on va se mettre... un tenseur, ça a donc plusieurs axes, on va se mettre sur l'axe 1. Et argmax, ça va prendre la valeur la plus élevée du tenseur. Là, par exemple, la sortie de notre modèle, ça va être... il y aura 10 valeurs, fois le nombre... fois la largeur de notre flux de données. Et si on se case sur une seule image dans notre flux de données, on va chercher la valeur la plus élevée. Et par exemple, elle va être en position 7. Et ça sera donc un 6. Ça veut dire que notre modèle va considérer que c'est un 6. C'est décalé de 1 parce que 0, c'est... Voilà. Donc si on est en 7ème position, c'est la valeur la plus élevée, en fait, c'est la sortie réelle de notre modèle. Genre, qu'est-ce que notre modèle considère que le chiffre est. Et donc c'est ça qu'on récupère en disant argmax. Et pareil pour les labels, qui sont donc en encodage one hot, et donc il va juste chercher le 1 à l'intérieur. Donc on va comparer. Et donc ça récupère la position, et on compare avec equal, et ça va nous donner le nombre qui en aura. Donc on va pouvoir en sortir la précision. En prenant la moyenne, blablabla. On va convertir ça en... On va convertir les prédictions correctes en virgule flottante de 32 bits. On va prendre la moyenne. Et là, on a créé notre précision. Maintenant, on a vraiment entièrement fini de définir notre graphe de flux de données. Et ce qui va être important, il ne reste plus qu'à définir une fonction d'entraînement de notre modèle. Donc on va lancer le diagramme, notre graphe, avec cette fonction propre à TensorFlow, enfin cette fonction, en appelant notre session cess. On va créer une session qui va lancer le diagramme. On va initialiser toutes nos variables. C'est-à-dire là, on va créer nos poids aléatoires et nos constantes. Global variables initializer. Voilà. Et donc, comment on va faire ça? On a 55 000 images. On veut passer dessus plusieurs fois. C'est-à-dire, on fait 55 000 plusieurs fois. Donc déjà, il faut définir ce nombre. Combien de fois on va passer sur notre... Excusez-moi. Combien de fois on va passer sur notre base de données? Alors, en général, on appelle ça l'époque. Et on va dire, par exemple, ici, qu'on veut y passer 10 fois dessus. Donc, on va faire une simple boucle for pour dire, bon, à chaque fois qu'on a fait un tour, on va refaire la même chose. For epoch in range. Une epoch. Voilà. Alors, maintenant, on est à l'intérieur d'un entraînement, d'un passage sur la série de données. On va pas faire 55 000 images d'un coup, genre notre flux de données, il va pas faire 55 000. Déjà, ça va être pas très intelligent. Ensuite, il faudrait... Enfin, pour le coup, ça risque de passer, mais il faudrait vraiment... énormément de mémoire pour faire passer toute la base de données en une seule fois dans le modèle. Donc il faut définir un batch size,
c'est-à-dire la largeur de notre batch, la largeur de notre flux de données. Et je pourrais même appeler largeur plutôt que batch size. Bref. Euh, pour savoir par combien on va faire passer, combien d'images on va faire passer à la fois. C'est ce qui va venir se mettre dans none. Là, par exemple, si on choisit un batch size de 200, le none va se transformer en 200. Et c'est pour ça que si par exemple à chaque fois on modifie ce batch size, à chaque fois, ce 200, ce none, il va prendre la nouvelle valeur du batch size. Bon là, on va le mettre, on va le définir qu'une fois. Et on va mettre 1000. Si ça passe pas sur votre machine, c'est que vous n'avez pas assez de RAM et qu'il vous faut baisser ce chiffre. Si vous le baissez, ça va forcément être plus long parce qu'il va falloir faire plus de passages dans le modèle. Mais ça consommera moins de RAM, de VRAM ou de RAM si vous êtes sur CPU. Donc, for i in range. Alors, je vais expliquer ce que je fais là. mlist.friend.images. Voilà. Donc on a 55 000 images et on veut les regarder, on veut les faire passer 1000 par 1000 à l'intérieur de notre modèle. Donc on va juste là, ce qu'on dit, c'est juste qu'on veut passer 55 fois, c'est-à-dire la largeur. Là, je récupère la largeur de notre base de données qui est mlist.toLine.images, les 55 000 images divisé par 1000, ça fait 55. On précise quand même que on veut des entiers et qu'on fait passer la boucle for de 0 à 55. Voilà. Là, on va définir nos flux de données. Donc, on va l'appeler, je voulais même l'appeler flux. Flux d'images, qui va être, et flux label, qui vont être égaux à, là, c'est une fonction fournie avec TensorFlow, qui permet, quand on utilise la base de données MNIST, qui permet de vraiment, de simplifier la chose. En gros, il suffit juste de lui dire qu'on entraîne le prochain batch avec telle taille de batch. Donc on va flux d'entraînement, on va juste dire que on va créer un dictionnaire impute images qui va être le flux d'images et labels qui va être le flux de labels. Voilà. Là, notre flux de données est totalement défini avec le flux des images et le flux des étiquettes. Maintenant, il suffit simplement de lancer avec notre session, notre optimiseur, avec comme flux notre flux qu'on vient de définir juste avant. Voilà, c'est tout. Là, notre modèle va s'entraîner tout seul quand on lancera la fonction. Hein. Il va s'entraîner tout seul. Néanmoins, il va rien nous ressortir, il va pas nous donner de précision, tout ça. Donc il faut faire deux trucs. Récupérer notre précision et créer un nouveau flux. Mais cette fois-ci, pas un flux d'entraînement, mais un flux de test qui va aller chercher les 10 000 images de test citées plus tôt. Donc on va l'appeler en français, on va l'appeler flux de test. Et ça va être impute images, simplement mlist.test.images. Ça me paraît suffisamment explicite pour pas avoir à l'expliquer. Et mlist.test.labels. Voilà. Je le définis en dehors de la boucle pour pas avoir à recréer cette donnée à chaque fois. Ça économise beaucoup de puissance de calcul. Enfin, beaucoup, ça dépend des données. Ça économise de la puissance de calcul et de la RAM. Donc, on va faire précision. Ça va être égal à 16.run accuracy avec comme flux de données notre flux de test. Voilà. Alors, il faut bien faire la nuance entre l'opération calcul de la précision, qui va être accuracy, qui va être un tenseur, une variable TensorFlow, et la précision en elle-même, qui est un entier, pour le coup, ça va plutôt être un flottant, classique. Genre, c'est vraiment deux trucs différents. C'est pour ça qu'il y a bien un 16.run. On va lancer, là on récupère la sortie de cette opération, de ce bloc opératoire. Alors ici, ça va être ça. Là, c'est un bloc, ce bloc opératoire, on va récupérer ce qui en sort.
Voilà. Hop. Et maintenant, on va juste print. On va faire ça comme ça. Notre précision récupérée. On va faire x100 parce que sinon, ça donne pas un beau pourcentage. Et on va préciser le passage, le numéro du passage. On va faire époque. On fait plus 1 parce que comme ça commence à 0, les boucles forts, c'est un peu plus joli. Voilà. Alors, maintenant, je vais vite fait revoir s'il n'y a pas de faute d'orthographe quelque part, et je vais surtout sauvegarder. Donc, il y avait juste un petit i qui s'était promené ici. La prédiction, j'ai mis prediction. Donc, lançons ce programme, même si je l'ai fait juste avant. Voilà. Donc, toute cette première partie, il me dit qu'en gros, tout ce qui est TensorFlow Example Tutorial, il faudrait plus trop l'utiliser, mais bon, ça marche. Genre, ils disent de se démerder nous-mêmes pour trouver MNIST. Genre, toute cette partie, ça dit que ça a trouvé le GPU, que ça va utiliser le GPU, qu'il y a X gigaoctets de mémoire, etc., etc. Ça nous dit même la fréquence. Et ensuite, ça lance vraiment la session. Et donc, on se rend compte que sur nos 10 époques, on a une précision entre 91.2 et 92.44%. Ce qui est en soi assez sympa sur 10 000 images d'avoir un algorithme qui est capable de trouver à 92% de précision le chiffre correspondant. Néanmoins, pour cette base de données, c'est vrai assez lamentable. Et surtout, on se rend compte que ça s'entraîne pas vraiment. C'est-à-dire qu'on commence à 91.2, qu'on arrive à le premier passage, on commence à 91.2, et ensuite on arrive tout juste à 92.4. Pour info, à l'initialisation des variables, on est vers les 10% de précision vu que c'est initialisé de manière aléatoire. On pourrait s'en rendre compte en faisant ça. Là, je vais mettre 0. Voilà. Là, on voit qu'on est à 11,45. C'est totalement aléatoire en fait. 10%, sachant qu'il y a 10 classes. Voilà. Ça s'entraîne très peu parce qu'on a un réseau qui est beaucoup trop simpliste. Ça veut dire que la capacité du réseau est très limitée et il arrive très rapidement, il sature très rapidement en performance. Il y a un truc qui est important à rajouter, c'est des fonctions d'activation à la sortie des couches de neurones. La plus connue et utilisée, c'est NN, c'est pour Neural Network. C'est des fonctions qui sont vraiment centrées autour des réseaux de neurones. Parce qu'on n'est pas obligé de faire des réseaux de neurones avec du TensorFlow. C'est ReLU, c'est-à-dire Rectified Linear Unit. Ça revient juste, on va mettre ça revient juste à prendre le max entre la valeur de notre neurone et 0. Et ça permet de énormément améliorer les performances. Là, on va à peu près, je pense, avoir une division par 3 de notre pourcentage d'erreur. On va être vers les 97%, je pense. Et ça permet de détruire un peu la linéarité de notre réseau, parce que là, c'est vraiment que des fonctions, que des applications linéaires qui passent partout. Et ça nous donne une activation de notre neurone. C'est-à-dire que si notre neurone il est négatif, il va pas passer, quoi. Il va pas être utilisé dans la suite. Layer 2, on fait la même chose pour le prochain. Voilà, on sauvegarde, on relance, et là on devrait avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà, on est passé de 92.3 à 97.8. Donc on est passé de 7,7% d'erreur à 2,25%, ce qui est quand même beaucoup mieux si on voit ça comme ça. Voilà pour le premier réseau de neurones le plus simpliste possible. Dans la suite, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on verra comment TensorFlow marche, comment TensorBoard marche, histoire de visualiser, coucou toi, de visualiser un peu notre graphe de computation.
Et ensuite, on essaiera d'améliorer un peu tout ça. On verra un peu plus tard les réseaux à convolution de neurones. Je sais pas encore exactement ce que j'ai prévu. Il y aura la version écrite de ce tutoriel sur le site de Hard Awakening, avec l'article correspondant. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.